Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection L'Iran en transition. Dirigé par Atta Hayati. Emma Peiyambari, Éclat de vie. Histoire persane 2014. Fouad Saberan, Nader Shah ou la folie au pouvoir dans l'Iran du XVIIIe siècle. Préface de Francis Richard, postface d'Alain Desoulières 2013. Reza Mamdoui, L'Iran et le commerce mondial. Préface d'Azadekian 2013. Alain Brunet, Rakshan Bani Itemad. Une passionnariat iranienne 2013. Mohsen Mottaghi, La pensée chiite contemporaine à l'épreuve de la révolution iranienne. Préface de Farhad Khosrokavar 2012. Alain Chaoulli, L'avènement des jeunes Bassidji de la République islamique d'Iran. Une étude psychosociologique. Préface de Farhad Khosrokavar 2012. Jamshid Assadi, La rente en République islamique d'Iran, les mésaventures d'une économie confisquée 2012. Alain Chaoulli, Les Juifs d'Iran à travers leurs musiciens. Préface de Pierre Lafrance 2012. L'Iran et les grands acteurs régionaux et globaux. Perception et posture stratégique réciproque. Sous la direction de Michel Makinsky 2012. Bijan GhalmkaRipour, L'univers mental des Iraniens. Approche sociologique des proverbes et des maximes persans. Préface de Claude Javot 2012. Mélissa Levaillant, La politique étrangère de l'Inde envers l'Iran. Entre politique de responsabilité et autonomie stratégique, 1993 à 2010. Préface de Bertrand Badi 2012. David Rigoulettroze, L'Iran pluriel. Géopolitique. Préface de François Géré 2011. Maor Aizadi, L'Iran, un puzzle 2010. Hassan Pirouz, L'Iran au début du XVIe siècle. Préface Francis Richard 2010. L'Iran sous la présidence de Mahmoud Ahmadinejad. Bilan et perspective. Sous la direction de Jamshid Assadi 2009. Du même auteur. L'Iran et les grands acteurs régionaux et globaux. Perception et posture stratégique réciproque. Sous la direction de Michel Makinsky L'Harmattan 2012. Introduction. Les ouvrages sur l'économie iranienne sont particulièrement rares en France. Deux raisons à cela. Il y a très peu d'économistes connaissant l'Iran dans notre pays, et par un singulier aveuglement, le sujet a peu retenu l'attention des chercheurs et analystes. Or la République islamique est un acteur majeur du secteur énergétique mondial. Richement dotée en pétrole exploité de longue date, elle est en train, du fait de découvertes nouvelles, de devenir un pôle gazier global aux vastes ambitions qui pourront prendre forme dès que les sanctions s'allégeront. Bien d'autres secteurs se sont déjà développés, agriculture et agroalimentaire, secteur minier, BTP, distribution, chimie, automobile, etc., ou sont promis à un avenir remarquable du fait du potentiel considérable des marchés iraniens, avec une population jeune et surtout qualifiée de plus de 75 millions d'habitants. Qu'il s'agisse des biens de consommation, du luxe, mais aussi des transports, de la pharmacie, de l'environnement, des communications, du tourisme comme d'autres services, les opportunités sont multiples. L'année 2014 s'ouvre avec beaucoup d'espoir mais aussi d'incertitude. Aux sanctions et tensions internationales s'ajoute le poids de l'héritage légué par la présidence Ahmadinejad, qui a considérablement aggravé l'impact des sanctions par une politique économique qui a contribué lourdement à la présente crise économique majeure. Heureusement, la nouvelle équipe dirigeante à Téhéran est composée de responsables lucides, expérimentés, et surtout décidés à prendre les options courageuses indispensables au redressement économique. Ce livre est né d'un autre constat. La littérature économique disponible, surtout anglo-saxonne, consiste largement en travaux macroéconomiques reposant sur des outils de mesure classiques tels que celle de l'inflation, la quantification de la masse monétaire, du chômage, etc. Or, nous avons le sentiment que ces instruments ne parviennent pas à rendre compte du fonctionnement réel de l'économie de ce pays. Un éminent économiste irano-américain, dont nous ne citerons pas ici le nom, exerçant dans une prestigieuse université,
doté d'une compétence reconnue, de robustes capacités de compréhension de ce sujet difficile grâce à sa formation et son expérience académique, sa double culture, un accès aux documentations utiles, a publié une analyse sur le marché noir iranien voici peu. Quelle ne fut pas notre surprise en lisant, au terme de savants et arides développements sur divers indicateurs, que le marché noir était au mieux stable si ce n'est en régression en Iran. Or quiconque a passé 8 jours à Téhéran sait au premier coup d'œil, notamment les richesses ostentatoires de certains, que l'économie parallèle connaît une expansion sans précédent. Pareille erreur soulève un problème considérable, car elle ne découle pas de l'incompétence de son éminent auteur. Elle révèle un phénomène très embarrassant et mal perçu jusqu'à présent. L'économie iranienne fonctionne selon des modalités spécifiques qui ne peuvent être appréciées par une simple approche macroéconomique. Aussi, nous avons, avec quelques collègues et amis, en Occident mais aussi des Iraniens de l'intérieur, en majorité praticiens engagés dans la vie des affaires en Iran, industriels, conseillers, analystes spécialisés, décidé de lancer ce projet. Il consiste à réunir des contributions d'experts qui savent comment marche tel ou tel secteur d'activité dans lequel ils exercent leur profession. Il leur a été demandé, au vu de leur expérience, de décrire ce qu'ils voient, les modes de fonctionnement des hommes et des entreprises. En présentant une série de coups de projecteur sur des secteurs, métiers, pratiques les plus divers possibles, nous espérons dans un premier temps exposer ces particularismes. Plus tard, nous pourrons envisager avec des économistes d'identifier s'il existe un modèle iranien propre. Le présent travail, qui devrait être suivi d'autres contributions, ne pouvait pas débuter une telle investigation sans commencer par une description de la situation économique iranienne au début de la présidence Rouhani. Le secteur énergétique étant encore essentiel au développement du pays, nous devions d'en aborder certains traits, y compris au regard des travailleurs. Malgré nos préventions à l'égard des outils macroéconomiques, la prégnance de problèmes d'une ampleur inédite en Iran, comme l'hyperinflation et la stagflation publiquement dénoncées, nous impose de ne pas les ignorer. Ils sont rentrés dans le débat public. Aussi avons-nous dû évoquer non seulement l'inflation, mais nous pencher sur l'exorbitant poids du secteur public, en particulier chez les padarans et leurs amis, qui paralysent le fonctionnement normal du marché. Ce contexte posé, plusieurs chapitres exposent les réalités du management iranien, les spécificités des approches du marché. C'est ainsi que l'on a pu présenter ici quelques premiers exemples d'aperçus sectoriels. L'agriculture, le cas du thé, le marché du logement, les marchés financiers. D'autres secteurs, d'autres activités, d'autres pratiques devraient faire l'objet de travaux que nous espérons réunir dans un prochain volume. Il existe un lourd déficit de connaissance de l'économie iranienne. Or une certaine urgence impose de le combler. Il est proprement insensé de lancer des politiques de sanctions et pressions sans même connaître, en dépit d'abondantes spéculations sur le sujet, l'état réel de l'économie iranienne. Pour ne prendre que l'exemple des réserves en devises étrangères, l'ampleur des divergences quant à leur niveau réel est surréaliste. Or cette méconnaissance n'est pas seulement due à l'opacité qui règne en la matière, aux dissimulations ou manipulations statistiques traditionnelles dans ce pays. Scruter les orientations politiques stratégiques de la République islamique est un exercice d'une grande complexité qui requiert prudence et modestie. Mais les analystes ne sont pas pour autant dépourvus de grilles de lecture, pour tenter d'en évaluer les contours. La véritable boîte noire de ce pays est son économie sur laquelle, au-delà des apparences, nous manquons de visibilité. Les auteurs du présent travail espèrent avoir apporté une modeste contribution à un chantier qui reste encore largement à poursuivre. Le fait que des non-économistes, des professionnels qui ne relèvent pas du monde académique, se joignent à des universitaires est, nous l'espérons, une voie féconde pour progresser en ce sens. Books on Iranian economy are particularly uncommon in France, for two reasons. Very few economists know Iran in our country, and due to a strange blindness, this topic has not received a significant attention from searchers and analysts. Well, the Islamic Republic is a major actor of the global energy sector. With abundant oil extracted since a long time ago, it is, due to new discoveries, becoming a global gas center with huge ambition which may take shape as soon as sanctions will be relieved. Many other sectors are already active,
agriculture and food, mine, housing and public works, distribution, chemical and automotive industry, or are facing a brilliant future due to the remarkable potential of Iranian markets, with a young and mostly educated population of more than 75 million people. From consumer products, luxury goods, but as well up to transport, medicines, foodstuff, environment, communication, tourism and other services, there are many opportunities. The year 2014 is starting with many hopes but with uncertainties as well. To the burden of sanctions and pressure, one has to add Ahmadinejad presidency's legacy which has considerably worsened the impact of sanctions thanks to an economic policy which has heavily contributed to the current major economic crisis. Fortunately, the new leading team at Tehran is including lucid, experienced officials, specifically determined to take courageous options which are required for an economic recovery. This book arose from another observation. The available literature on economy, mostly from English-speaking countries, is mainly including macroeconomic works based on classical tools assessing inflation, unemployment, and so on. However, we feel that said tools are unable to reflect the genuine life of the economy. A distinguished US-Iranian economist, active in a prestigious university, with acclaimed skills, a robust capability for understanding this difficult matter thanks to its education, its academic record, its double culture, and access to useful sources has recently published an analysis on the black market. We have been deeply surprised when reading, following sophisticated and arid explanation on various indicators, that the black market is at least stable if not decreasing in Iran. Everyone who spent 8 days at Tehran knows at first glance, notably thanks to some individuals' ostentatious wealth, that parallel economy is showing an unprecedented expansion. Such an error is revealing a major issue, and it does not derive from the author's incompetence. It shows a very embarrassing phenomenon which was improperly identified up to now. Iranian economy is working following specific ways which cannot be assessed through a macroeconomic approach only. Consequently, with some colleagues and friends, from West but as well Iranian within the country, mostly active in business in Iran, industry specialists, consultants, analysts, we decided to launch this project. It was intended to collect contributions from individuals who know how some sectors where they are involved for their professional life are actually working. They have been asked, starting from their own experience, to describe what they see, with regard to men and companies' way of operating. Through offering some insight on sectors, jobs, behaviors, as varied as possible, we hope a first step to show these peculiarities. Later on, we may contemplate with economists, searching whether there is an Iranian model of its own. This book, which would be followed by other publications, could not initiate such a search without starting with a description of the current Iranian economy status at the beginning of Rouhani's presidential term. The energy sector being essential for the nation's development, we are compelled to address some of its features, including its workforce. In spite of our reservation on macroeconomic tools, we cannot ignore the importance of unprecedented major concerns in Iran, like hyperinflation and stagflation, which are outspokenly criticized. They are in the public sphere of discussion. Therefore we have had not only to deal with inflation but with the exorbitant weight of the public sector, in particular with regard to padarans and their folk, that paralyze the normal process within markets. This context being exposed, several chapters show actual Iranian management's ways, specific characteristics of the Iranian market. So doing we have provided some first examples of sectorial outlines: agriculture focus on tea, housing and financial markets. Other sectors, other experiences are likely to be addressed by subsequent contributions in a forthcoming volume. There is a huge insufficiency of knowledge on Iran's economy. So it is somewhat urgent to fill this gap. It is really insane to launch sanctions and pressure policies without knowing the actual status of the Iranian economy. An example is currencies reserve, where the amplitude of opposite views on their actual level is crazy. This lack of knowledge is not only deriving from current opacity, and usually hidden or distorted data. Scrutinizing political, strategic policies in the Islamic Republic is a very complex task which has to be conducted with both prudence and humility.
But, nevertheless, analysts are not deprived of analytical tools when they try to assess their shapes. The genuine black box in this country is its economy which, in spite of its look, remains obscure. The authors of this volume hope that they have brought a modest contribution to a work which remains to be completed. We expect the participation of non-economists, professionals who do not belong to the academic sphere, along with scholars, to be a fruitful approach for reaching some progress in this respect. Michel Makinsky. L'économie iranienne en transition. Michel Makinsky. Chargé d'enseignement France Business School Poitiers. Chercheur associé à l'IPSE. Collaborateur auprès de l'Université de Liège. Directeur général d'Ageromis International, consultant. Résumé. Le président Rouhani a hérité d'une situation économique gravement détériorée, marquée par une inflation incontrôlée, un chômage croissant et un épuisement des réserves en devises. Cette crise économique résulte en partie des sanctions qui ont coupé les recettes en devises étrangères fortes, diminué la production et les exportations de pétrole, bloqué les investissements étrangers. À ceci s'ajoutent les effets de la politique économique calamiteuse de M. Ahmadinejad, dont les dépenses excessives, les distributions d'allocations inconsidérées, les manipulations des taux de change, etc., ont amplifié les maux. Les nouveaux dirigeants donnent priorité à l'allègement des sanctions pour récupérer des devises, à la lutte contre la stagflation, et ont lancé très vite de nouvelles orientations économiques. Freiner l'inflation, augmenter rapidement la production de pétrole et de gaz, encourager les investissements étrangers dans le secteur de l'énergie en révisant les contrats buyback, etc. Les autorités veulent relancer les privatisations et alléger l'économie du poids excessif plus du secteur public. Une grande ambition économique et politique est en train d'apparaître. Dégager l'économie de l'emprise des gardiens de la Révolution. Il s'agirait d'un changement majeur qui fait face à de fortes résistances et obstacles, mais semble ne pas être contesté par le guide. Abstract. President Rouhani has inherited a deeply damaged economy which show an out of control inflation, an increasing unemployment, and an exhaustion of foreign currency reserve. This economic crisis partially derives from sanctions which have cut hard currency earning, decreased oil production and export, obstructed foreign investments. In addition to this, consequence of M. Ahmadinejad's deleterious economic policy, with exorbitant expenses, reckless allowances, change riggings, have worsened test trouble. The new decision makers' priorities getting sanction relief so as to get back some currency and struggling against stagflation, and have promptly launched new economic lines, slowing inflation speedily, increasing oil and gas production, promoting foreign investments in the energy sector through reviewing buyback contract, etc. Authorities are intended to relaunch privatization and to decrease the excessive weight of the public sector, together with freeing the economy from the Revolutionary Guard's domination. This may be a major change exposed to strong opposition and obstacle, but seems not to be objected by the guide. Introduction. Avec l'entrée en fonction le 4 août 2013 du nouveau président de la République, Hassan Rouhani, la République islamique ouvre une page qui marque le début d'une série d'importantes mutations économiques. Elles sont d'une part conjoncturelles et en second lieu structurelles. En effet, l'économie iranienne, à l'issue de la présidence Ahmadinejad, se caractérise par une crise économique d'une ampleur sans précédent qui découle à la fois des sanctions prononcées par les États-Unis, l'Union européenne, et des politiques calamiteuses menées par les pouvoirs publics. Au fil des ans, la conjonction des deux facteurs a fini non seulement par creuser des déséquilibres, inflation, chômage, perte de recettes, insuffisance d'investissement, mais a gravement perturbé la vie de la population, perte d'emplois et de revenus, santé, logement, etc. Ce sont d'abord les classes moyennes qui ont connu la plus forte dégradation de leurs conditions de vie, puis les fermetures d'entreprises en faillite, les diminutions des activités, chômage partiel, technique, ont affecté durement les couches les plus modestes de la population. De nombreux employés soit ne sont plus payés sur de longues périodes, plusieurs mois et plus, soit ne perçoivent plus aucun salaire car leurs employeurs ne peuvent plus les verser et ne sont pas davantage capables de payer leurs fournisseurs, sous-traitants car les pouvoirs publics ne règlent pas leurs dettes à ces entreprises. Rappelons que le secteur public et parapublic,
couvre grosso modo 70% de l'économie. Donc quand le pays n'honore pas ses dettes, les entreprises sont exsangues. Pire encore, les caisses de l'État étant vides, il arrive que les travailleurs inactifs ne soient pas considérés comme chômeurs, l'administration, pour éviter d'alourdir ses charges pesant sur ces entreprises pour qu'elles ne déclarent pas ces salariés comme chômeurs indemnisables, les privant ainsi des allocations chômage assez généreuses en Iran 2 ans. Le coût du logement, de la nourriture, de la santé, ayant cru au-delà des capacités des ménages, il en résulte une précarité économique largement répandue dans la population. Le spectacle trompeur offert par les quartiers aisés des grandes villes a abusé maints observateurs frappés par l'affichage visible des nouveaux riches qui circulent dans de grosses cylindrées étrangères inaccessibles au commun des mortels. Les témoignages de visiteurs éblouis par les concessionnaires prospères de véhicules de luxe parfois inabordables pour des Européens, ou par la disponibilité en magasin de nombreux biens importés, depuis les cosmétiques en passant par les ordinateurs portables, confortés par la réputation, non usurpée, des Iraniens pour la débrouille, entretiennent l'illusion chez certains d'un Iran habile à contourner les sanctions, ce qui est parfaitement exact, mais ce sport national, à l'instar de l'arbre cachant la forêt, ne parvient pas à occulter le fait que l'économie iranienne est sinistrée. Les discours lénifiants des autorités iraniennes ont nourri des illusions. Il y a lieu de s'interroger sur les chiffres cités par les dirigeants iraniens sous la présidence Ahmadinejad, qui proclamaient que les réserves de change culminent à 100 MDS de dollars, alors que d'une part les entreprises n'ont pas assez de devises pour importer ce dont elles ont besoin à des taux réalistes. Comment ne pas voir que la Chine, principal acheteur de pétrole iranien, ne paye plus celui-ci depuis plusieurs années qu'en yuan, devise non convertible, au surplus en extorquant de confortables rabais, et contraint l'Iran à importer des quantités massives de produits chinois qui dévastent le tissu des PME iraniennes et qu'à défaut de ceci, les échanges sino-iraniens se déroulent sous forme de barter? Comment oublier qu'il en est de même pour de nombreux autres clients de Téhéran? Pourquoi ignorer ce que c'est n'importe quel trésorier d'entreprise? À savoir que le fait d'avoir une somme X inscrite dans les livres comptables ne signifie pas pour autant que ce montant soit effectivement disponible et utilisable. Les sanctions coupant l'accès à la transmission de flux financiers, fermeture des circuits SWIFT, celles frappant les banques iraniennes, et les pressions exercées sur les établissements financiers internationaux pour qu'ils interrompent même pour des exportations licites toute opération financière, lettres de crédit, etc., ont tari les disponibilités en devises indispensables aux importations de biens et aux investissements. Certains analystes évaluent ces réserves à environ 80 milliards de dollars à mi-2013, montant dont ils estiment que seule une fraction de l'ordre de 20 milliards de dollars était effectivement disponible. Phénomène aggravé par la captation de ces ressources par des entités ou individus liés au régime. Contrastant avec les discours lénifiants des propagandistes, un état de panique s'est emparé avant le scrutin, comme l'attestent les réunions quasi-hebdomadaires d'instances du régime autour de la situation d'urgence économique. Ce sentiment d'urgence était alimenté avant les présidentielles par les avertissements solennels proférés notamment au Majlis, traditionnellement par Ahmad Tavakkoli, ancien président du Majlis Research Center, qui dénonçait sans faillir les dérives graves des finances publiques, tâche poursuivie par ses successeurs. Au fur et à mesure qu'approchait l'échéance du scrutin, l'appareil sécuritaire lançait force avertissements contre les risques d'émeutes liées au mécontentement, et multipliait les précautions pour parer au besoin par une répression sanglante, tout débordement populaire. La dégradation des conditions de vie de la population a été associée non seulement aux sanctions, mais à l'incurie des pouvoirs publics. La crise, ouverte à la fin de la présidence Ahmadinejad par l'indisponibilité de devises pour importer des médicaments indispensables, a suscité beaucoup d'émotions, car la pénurie résultait tant des sanctions que de priorités accordées aux favoris du régime pour importer des biens plus lucratifs. Une telle situation aurait normalement suscité des explosions sociales de nature à ébranler le régime qui redoute les troubles sociaux. Le système de distribution d'allocations généralisées à toute la population, instauré dans le cadre du plan de réforme des subventions par M. Ahmadinejad, et dont l'absence de maîtrise a ruiné les finances publiques, la redistribution excédant les économies attendues, a permis d'éviter les débordements violents redoutés,
limitées à des grèves dans certains secteurs et entreprises, mais qui ont tendance à se multiplier à travers le pays. Toutefois, le niveau de mécontentement populaire s'est traduit par de rares manifestations, mais une pétition adressée au ministre du Travail peu avant les élections a recueilli plusieurs dizaines de milliers de signatures, ce qui est sans précédent en Iran. Un signal. Il n'est donc pas étonnant que la situation économique ait été au centre de la campagne présidentielle, où elle a occupé une place majeure, en particulier lors des vifs débats télévisés qui ont opposé les candidats, ce thème étant étroitement associé aux options à adopter sur le dossier nucléaire, les sanctions, une détente souhaitée avec les pays occidentaux. Ces échanges ont aussi porté sur la gestion de l'économie par la présidence Ahmadinejad. Tous les postulants ont donc été contraints de promettre de s'attaquer prioritairement à l'inflation, au chômage et à la dégradation des conditions de vie de la population, et de fait, de proposer aussi une approche permettant de résoudre l'impasse des sanctions. Si les objectifs étaient identiques, bien entendu les moyens et politiques proposés divergeaient. La présidence Rouhani a débuté dans des conditions qui nous semblent inédites en Iran. Au cours de la campagne électorale, les candidats avaient débattu des diverses options économiques, la priorité du traitement de la crise s'imposant à tous. À peine élu, le nouveau président, dans des délais remarquablement brefs, non seulement s'attaque à la constitution de son gouvernement, mais met immédiatement au travail ses équipes de conseillers pour définir les priorités de ce dernier. Il y a un sens de l'urgence extrêmement frappant. Bien plus le critère principal de sélection des membres du futur gouvernement est leur professionnalisme. On y retrouve surtout des hommes d'expérience, d'anciens ministres des présidences Khatami et Rafsanjani. Surtout, le cabinet Rouhani se caractérise par une décrue massive des gardiens de la révolution dans sa composition, ce qui marque un tournant majeur dans les orientations de l'économie iranienne. Nous reviendrons plus loin sur ce point très important. La célérité inhabituelle avec laquelle ces personnels s'avèrent opérationnels et acquièrent une maîtrise des dossiers, bilan et état des lieux des administrations et secteurs de l'économie, est hors du commun dans l'histoire de l'Iran et n'a bizarrement pas suscité de curiosité de la part des observateurs. Or, cette rapidité tranche avec le caractère extraordinairement brouillon des prédécesseurs immédiats, mais tout autant avec l'absence de véritable politique économique cohérente de la présidence Khatami. On se souvient de ce que les divergences de vues entre promoteurs de l'économie de marché et technocrates partisans de l'économie administrée, tenants gauchisants de la justice sociale, avaient empêché le président réformateur de conduire une politique économique digne de ce nom, quand il n'était pas paralysé par l'appareil contrôlé par le guide et les ultra-conservateurs, surtout après la victoire conservatrice aux législatives de 2004. L'objectivité commande de reconnaître que des désaccords peuvent exister au sein des équipes présidentielles entre un Mohammad Bakr-e-Nobakht, qui, tout en promouvant l'ouverture économique à l'extérieur et au secteur privé, appartient à la tradition de l'économie administrée, et un Mohammad Nahavandian, à la tête de la Chambre de commerce iranienne jusqu'en novembre 2013, dévoué au libéralisme, à la cause des entreprises et de la vraie privatisation. Le nouveau président tranche donc avec ce passé en se présentant doté d'un véritable programme de gouvernement préparé de longue date par des experts, même si le candidat n'avait pas semblé aussi avancé dans sa réflexion au cours de la campagne quand il fut invité, au-delà du constat sur le délabrement de l'économie, à présenter ses vues sur les solutions aux dits problèmes. Rouhani avait sans doute fait preuve de sage prudence. Les conseillers, ministres du nouveau président, qui, à sa demande expresse, travaille sans relâche, laisse paraître une maîtrise inhabituelle des dossiers, ce qui est paradoxal alors que l'élu a remporté le scrutin apparemment par surprise, en quelque sorte par défaut, Rafsanjani ayant été éliminé par le Conseil des gardiens. Ce dernier faisait figure de champion crédité d'une chance non négligeable d'enregistrer un score important, ce qui lui a valu de se voir empêché de concourir. Mais le savant déroulement des séquences de ce feuilleton, candidature et élimination simultanée, laisse subsister des interrogations sur le caractère imprévu de son issue. L'examen de l'équipe de conseillers qui a entouré le candidat Rouhani nous donne quelques éclairages. On y retrouve plusieurs figures clés du think tank du Conseil du discernement présidé par Rafsanjani,
le Center for Strategic Research, CSR, qui était depuis longtemps dirigé par Rouhani. En particulier, Mohammad Bagher Nobakht, un ancien diplômé de l'université anglaise de Paisley, était directeur du département économique du CSR. Akbar Torkan, ancien ministre, a également dirigé un groupe de recherche sur l'industrie au CSR. Pour mémoire, Zarif, le ministre des Affaires étrangères, était l'adjoint de Rouhani au CSR d'où vient aussi Mahmoud Vaezi, ministre des Communications et Technologies de l'Information, dont il était chef de la division internationale. La forte implication de cette structure, au premier chef par son responsable, permet d'avancer une hypothèse sur laquelle nous n'avons pas de preuves matérielles, quant à l'avancement de ces dossiers. On peut se demander si tout simplement ce dispositif n'avait pas été mis en place depuis un certain temps en vue d'une élection de Rafsanjani. Celui-ci écarté, son bras droit admis à se présenter disposa dès lors sans délai d'un solide groupe d'experts et surtout de dossiers prêts à être utilisés. Un détail supplémentaire donne une coloration particulière à cette équipe. Il s'avère que le CSR abrite en son sein un nombre significatif d'anciens collaborateurs du MPO, Management and Planning Organization, dissous par Ahmadinejad en 2006, à qui Rouhani a demandé de plancher sur les thèmes les plus divers de son programme de gouvernement. Ainsi l'économie iranienne pourrait prendre un visage plus maîtrisé, avec un pouvoir enfin doté d'une vision. Nous y reviendrons. Parmi les conseillers du candidat, on trouve aussi Mohammad Reza Nehmatzadeh, ancien vice-ministre de la pétrochimie sous Khatami, ancien ministre du Travail puis de l'Industrie sous Rafsanjani, brièvement vice-ministre en charge des raffineries sous la présidence Ahmadinejad. Il sera nommé ministre de l'Industrie, des Mines et du Commerce. On a remarqué que la Chambre de commerce d'Iran, dont est issu Mohammad Nahavandian, ancien vice-ministre du Commerce et conseiller économique sous Khatami, a réalisé de nombreuses réflexions sur les orientations de l'économie iranienne dont la nouvelle équipe tire probablement profit. 1. L'héritage économique de la présidence Ahmadinejad. Hassan Rouhani accède au pouvoir en trouvant un pays en pleine crise économique, qui résulte des effets dévastateurs des sanctions et de la gestion calamiteuse des 2 mandats de son prédécesseur. Longtemps niée par ce dernier, celle-ci a été progressivement reconnue par les pouvoirs publics mais constamment attribuée par eux aux seules sanctions. Certes, des voix comme le député Tavakoli, longtemps président du Majlis Research Center, le think tank du Parlement, ont depuis de nombreuses années dénoncé avec vigueur les errements des gouvernements successifs et plus encore, les pratiques diligentées par M. Ahmadinejad qui ont été dévastatrices pour les finances de l'État. Dépenses inconsidérées, distribution abusive de subsides, retraits irréguliers de fonds publics pour combler des dépenses de fonctionnement non approuvées, etc. De même, maints experts économistes tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays avaient alerté en vain l'exécutif sur l'urgence de changer de cap. Depuis 2012, de nouvelles sanctions et pressions américaines et européennes ont changé la donne en organisant l'asphyxie économique du pays. Nous ne les décrirons pas en détail ici brevitatis causa. Il s'agit principalement des mesures qui 1. Ont interrompu la circulation des recettes financières tirées principalement du pétrole par la coupure des transactions bancaires sous régime SWIFT. 2. Ont sanctionné les principales banques iraniennes en gelant leurs avoirs et en interdisant toute transaction avec elles. 3. Ont frappé d'interdiction les assurances maritimes vers elles Iran, et sanctionné les compagnies maritimes iraniennes. 4. Ont organisé la baisse drastique des importations de pétrole iranien, auxquelles se sont ajoutées des pressions officieuses sur des banques et entreprises étrangères afin de les contraindre à se retirer du marché iranien, même pour des opérations licites au regard des sanctions, ou la menace de représailles commerciales visant à les exclure du très important marché américain, perte de l'accès au dollar, blacklistage, etc. Seules des entités ne disposant pas de sociétés apparentées ni d'intérêts aux USA et localisées dans des pays complaisants ou exotiques, ont pu, dans une certaine mesure, échapper à ce carcan. On a évoqué certaines banques asiatiques, russes, azéries, mais sans preuve significative. De toute façon, ces expédients étaient incapables de remplacer le tarissement des devises. La mise en place d'un système de vente d'or à des Iraniens par la Turquie pour permettre à celle-ci de payer le gaz importé d'Iran n'a pu être généralisée. La Chine, qui, comme nous l'avons dit, paie le pétrole iranien en yuan,
développe alternativement ses échanges sous forme de barter. L'Inde paie partiellement ses achats d'hydrocarbures en roupies. Cet étranglement est monté en puissance au cours de l'année 2012 jusqu'au présidentiel de juin 2013, ce qui a déclenché un effondrement économique, qui a causé une véritable panique chez les décideurs au fur et à mesure que les chiffres catastrophiques, même niés ou corrigés par M. Ahmadinejad, ont été connus. La manipulation grotesque des chiffres de l'inflation, des recettes, des réserves en devises, du chômage par l'administration et la Banque centrale leur a fait perdre toute crédibilité. Le fossé entre les annonces publiques, relayées par les médias officiels et les supports du régime et le vécu des simples citoyens comme des entreprises ayant atteint une profondeur abyssale. Les dénégations de ces propagandistes quant à l'impact des sanctions ont duré jusqu'au moins à la fin de l'année 2012. Ce n'est que peu à peu que les mauvaises nouvelles, baisse des exportations pétrolières, etc., ont fini par percer. L'effondrement de la monnaie iranienne, près de 50% de sa valeur, qui a plongé au cours du dernier trimestre 2012, a créé un véritable séisme, les autorités ayant perdu le contrôle du change du rial iranien. L'affolement de l'ensemble des structures du pouvoir, bien au-delà de la seule banque centrale et du ministre de l'économie, s'est propagé. Le guide, signe irréfutable, ayant fini par reconnaître lui-même que l'économie était gravement affectée par les sanctions et que celle-ci est trop dépendante du pétrole et qu'il convient de tourner une telle contrainte en opportunité. Ceci va devenir un leitmotiv du régime. D'où les campagnes autour du thème de l'économie de la résistance, qui se veut une politique destinée à contourner les sanctions et à en atténuer les effets. Celle-ci n'a pas atteint ses objectifs, d'abord parce que l'Iran n'avait pas de moyens d'éviter les sanctions et pressions, et que le recours aux ressources intérieures, technologies, entreprises nationales, ne peut compenser le manque de devises ni l'exclusion des entreprises occidentales. La diversification de l'économie, sortir du tout pétrole, a enregistré quelques succès avec l'augmentation des exportations non pétrolières, mais dans une certaine mesure seulement. Elle ne répond pas non plus aux défis posés par des blocages structurels de l'économie iranienne, dont l'origine est largement antérieure à la présidence Ahmadinejad. Bien plus, si une telle diversification n'est guère contestable, sa véritable ampleur reste à apprécier. Une étude parue en avril 2013 sous la signature de Patrick Clauson, d'après les statistiques douanières iraniennes, avait attiré l'attention sur ce qui semblait être un tournant de l'économie de la République islamique. Il signale que le pétrole est en train de devenir une part plus réduite du commerce iranien. En 2012, ajoute-t-il, le pays a exporté 34 milliards de dollars de produits non pétroliers, couvrant ainsi 60% de la facture des importations qui s'était élevée à 57 milliards de dollars. Mais une particularité vient corriger ce tableau flatteur, puisque le même auteur reconnaît que dans ces exportations non pétrolières sont comptabilisés 9 milliards de dollars de produits chimiques, dont on sait que leur origine est largement liée aux hydrocarbures, la plupart pétrochimiques, 3,2 milliards de dollars de matières plastiques tirées du pétrole. Ce qui relativise très sensiblement la portée de cette inflexion. Par ailleurs, les autorités se plaisent à revendiquer la croissance des exportations non pétrolières, c'est-à-dire hors pétrole brut, qui se serait élevée à 12,5 milliards de dollars au cours du premier trimestre de l'année débutant en mars 2013, alors que celle-ci repose sensiblement sur des condensats qui représentent par exemple 61% de la valeur des commodités exportées de la zone spéciale énergie de Par, PSEZ. Les véritables produits étrangers au pétrole sont en particulier les minerais, matériaux de construction et ciment qui comptent pour 8,2 milliards de dollars, 5,30 $ de produits agricoles, 800 millions de dollars pour les tapis. Les pistaches ont enregistré un boom de leurs exportations du fait de la chute du rial, privant à contrario les consommateurs iraniens d'une de leurs friandises. Des indicateurs dans le rouge. Selon les analystes de Verity Iran, le vice-président Mohammad Bagher Nobakht a annoncé le 22 août que d'après la Banque centrale d'Iran, l'économie iranienne a chuté de 5,4% entre mars 2012 et mars 2013. Les mêmes sources tablent sur une réduction de 50% des revenus pétroliers d'ici mars 2014, pour décroître vers 1,5 milliard de dollars et indiquent que le gouvernement escomptait rapatrier au maximum 1,4 milliard de dollars en août 2013 et moins de 1 milliard de dollars au début 2014.
La situation, trop longtemps cachée sous des chiffres trompeurs, ne peut plus être dissimulée. La crise a atteint un niveau critique. Le député Ahmad Tavakoli, pourfendeur vigilant des dérives du gouvernement Ahmadinejad, a déclaré en mi-septembre 2013 que l'économie est comme un accidenté sous soins intensifs. Le Majlis Research Center a diffusé pendant l'été 2013 un rapport éloquent. Selon lui, l'économie iranienne s'est contractée de 3% pendant l'année mars 2012-mars 2013 et prévoit une décroissance de 1,3% pendant l'année suivante. Il considère le bilan économique de la présidence Ahmadinejad particulièrement peu glorieux, en comparaison avec celui de la présidence Khatami. Tableau 1. Source: Majlis Research Center cité par Azer News, 9 septembre 2013. Tableau 2, croissance économique en pourcent. Source: EIU cité dans Rouhani Ineri Iran's Enduring Problems, Zawiya 17 juin 2013. S'il convient de rester prudent sur les chiffres cités dans les deux tableaux ci-dessus, la modeste croissance prévue par EIU pour 2014 suppose un allègement des sanctions et des remèdes apportés aux dérives précédentes, et ne semble pas réaliste au vu des statistiques diffusées par les autorités iraniennes en septembre 2013. Cependant, plusieurs enseignements apparaissent immédiatement. L'industrie et les services sont les principales victimes de la situation présente. En second lieu, l'extraordinaire gaspillage des finances publiques. En dépit d'un accroissement spectaculaire des recettes pétrolières sur l'ensemble de sa présidence, M. Ahmadinejad n'a pas utilisé celle-ci pour le développement de l'économie, en particulier les investissements productifs. Il a préféré pratiquer une politique de dépenses sans frein, de redistribution clientéliste. Ceci se voit au premier coup d'œil en considérant l'augmentation considérable des dépenses et la faiblesse des emplois créés avec ces recettes croissantes, dont la confiscation par l'État, les structures paraétatiques et clientélistes, avec un secteur public surdimensionné, favorisent un déséquilibre, dont l'inflation, l'émission excessive de monnaie, la faible part des impôts dans les recettes de l'État, la faible rentabilité des entreprises, leur compétitivité réduite, etc. Ce qui est le symptôme d'une économie rentière. Ceci est largement dû à la captation des revenus pétroliers dont l'expansion a nourri les dérives d'un système qui a pompé ses ressources au lieu de les affecter aux investissements créateurs d'emplois, et à la diversification des revenus hors pétrole, exigence devenue très tardivement une priorité dans la dernière période du second mandat Ahmadinejad. Cette caractéristique est inscrite sur une trop longue durée pour pouvoir être assimilée à un trait conjoncturel de l'économie de la République islamique. C'est pourquoi nous avions indiqué que les défis économiques du président Rouhani sont aussi structurels. Les nouveaux dirigeants ne doivent pas seulement corriger des errements passés, ils ont à affronter le défi d'une réorientation de l'économie. L'honnêteté intellectuelle commande de reconnaître que les plus hautes autorités de la République islamique, à commencer par le guide, en avaient pris conscience, sortir du piège du tout pétrole, et que des premières inflexions étaient perceptibles depuis 2012, mais le caractère désordonné des politiques mises en œuvre, plus les pesanteurs engendrées par les sanctions, ont sensiblement miné ces réformes. Pour sa part, la Banque centrale, citée par Ali Tayeb-Nia, ministre de l'économie, évalue l'inflation à 44,28% en septembre 2013, signe indiscutable de l'ampleur de la récession en cours. Valiola Seif, le nouveau gouverneur de la Banque centrale depuis la fin août 2013, tient en effet un language qui se veut réaliste. Il avertit dès sa prise de fonction, les taux d'intérêt doivent être proportionnels à l'inflation et inférieurs à celle-ci. De même, selon lui, les taux de change des devises devraient aussi être revus annuellement en fonction de l'inflation. Il ajoute que d'après lui, le taux de 32 000 rials pour $1 observé sur le marché libre à ce moment-là ne lui semble pas anormal. Le président Rouhani, lors de sa première intervention télévisée le 10 septembre 2013, n'a pas hésité à dire que l'économie du pays devait faire face à une stagflation, en faisant allusion à la combinaison de la récession de 5,4% associée à l'inflation de 44%. Il avait précisé son diagnostic en indiquant que le défi est considérablement compliqué car si seule une récession affectait le pays, une politique de relance pourrait y remédier. La présence d'une redoutable inflation en rend le traitement beaucoup plus complexe. Aussi,
les experts qui, comme Mohammad Ali Farzin, reconnaissent la réalité d'une stagflation, Dans le même esprit, cet économiste, pour faire face à la nécessité de créer d'urgence 800 000 emplois par an avant d'atteindre un rythme annuel de 1,5 million en combattant cette stagflation, suggère d'engager un support résolu de l'État à la création de petites entreprises au niveau local, à l'échelle des districts, génératrices de travail et de recettes fiscales, encourageant aussi la demande intérieure et peu sensible aux contraintes externes. Encourager les initiatives individuelles, associées à des soutiens tels que des business incubators, des dispositifs de formation, etc., peut créer une dynamique selon une approche qu'il dénomme stratégie de social mobilisation et de microcrédit au niveau des districts. Bijan Kajepor attire l'attention sur les nombreux projets inachevés laissés en jachère par l'administration Ahmadinejad, environ 50 000 petites et moyennes entreprises, dont la finalisation, selon l'estimation qu'il cite d'Ali Akbar Labafi, ancien vice-ministre des coopératives, requiert un investissement de 500 trillions de rials, environ 20 milliards de dollars, et pourrait entraîner la création de 700 000 emplois. Quant aux réserves en devises, leur effondrement est demeuré difficile à avouer, et les autorités, jusqu'au changement de responsable intervenu sous l'impulsion de Rouhani, recouraient à de savantes circonlocutions pour tenter de faire croire à une amélioration de leur niveau, y compris à la Banque centrale, AL'. Image de Mahmoud Bahani, son gouverneur sous Ahmadinejad remplacé depuis, qui avouait cependant, le 11 juillet 2013, que le niveau des réserves disponibles au Fonds national pour le développement, NDF, est de l'ordre de 40 milliards de dollars. Faisant preuve du même optimisme, Qassem Hosseini, directeur adjoint du NDF, n'hésite pas à prévoir que les réserves en question devraient augmenter au minimum, de plus de 8 milliards de dollars au cours de l'année qui a débuté le 21 mars 2013, et que si les recettes pétrolières escomptées sont encaissées, le fonds devrait disposer alors de 61 $ vers la fin de cette année, 20 mars 2014. Il avait pour sa part évalué les réserves à 49,9 milliards de dollars à fin mars 2013. On sait que des experts tant à l'étranger qu'à l'intérieur du pays estiment que le montant des réserves est encore plus bas que celui ainsi reconnu. Pour sa part, Ahmad Tavakkoli, actuellement membre de la Commission de planification et du budget du Parlement, considère en septembre 2013 que les réserves du NFD ont été très lourdement amputées. Selon lui, sur un reliquat de 176 millions de dollars, 161 millions auraient été soutirés par le gouvernement. Seule une très petite fraction aurait été versée au secteur privé. Cette énonciation reflète assez bien un sentiment général, les entreprises iraniennes se plaignant massivement de ce que les montants qui devaient leur être alloués, notamment dans le cadre du plan de réduction-redéploiement des subventions, ne leur ont pas été versés pendant la présidence Ahmadinejad. Tavakkoli va jusqu'à dire que d'aucuns prétendent que les réserves du fonds sont entièrement épuisées. Naturellement, il convient d'être prudent sur ces estimations. Toutefois, il semble réaliste de penser que le niveau des dites réserves est très sévèrement amputé, sachant qu'il est non moins exact qu'un montant inconnu, mais sans doute fort substantiel de devises est bloqué dans plusieurs banques, notamment chinoises. On comprend que Téhéran ait placé le dégel d'avoirs bloqués à l'étranger, le rétablissement de transactions avec la Banque centrale, la réouverture du système SWIFT de transfert financier, en tête absolue de ces demandes d'assouplissement des sanctions. La transparence des chiffres, objectif du nouveau gouvernement, représente un chemin encore long. Des contradictions continuent d'apparaître entre les performances affichées par la Banque centrale et le Centre iranien de statistiques. La première chiffrait la croissance du PIB hors pétrole à 3,2% pour l'année qui a pris fin en mars 2012, tandis que le second l'a évalué à 3%. Ainsi, au cours de l'été 2013, des analystes azéris bien informés relèvent des incohérences dans les performances affichées par l'Iran pour ses exportations de pétrole brut comme de produits raffinés. Par exemple, dans OPEC Monthly publié le 10 août, l'Iran déclare sa production de brut de juillet à hauteur de 3,721 millions de barils jour. Pendant ce temps, l'OPEP a estimé, d'après des sources secondaires, que le chiffre réel était de 2,684 millions de barils.
Les mêmes observateurs signalent que les chiffres communiqués à l'OPEP par l'Iran indiquent que l'Iran produit 1 million de barils par jour de plus que sa consommation et ses exportations. Considérant le manque de capacité de stockage dans le pays, stocker l'excédent de pétrole brut est impossible au-delà d'un mois, ibidem. Dès avant les élections présidentielles, des experts et analystes avaient signalé, sans doute à l'attention des futurs responsables du pays, les graves vulnérabilités de son économie. En avril 2013, note Sarah Vakchouri, un rapport du département américain de l'énergie signale que les exportations de pétrole brut et de condensat ont chuté à leur plus bas niveau depuis les 26 dernières années. Elle précise que selon l'EIA, en 2012 les revenus nets des exportations de pétrole étaient de 69 milliards de dollars, en baisse par rapport à 95 milliards de dollars en 2011. Un semblable affaissement s'observe, avec peu d'espoir de remontée pour la production. Selon le même rapport, la production iranienne de pétrole en 2012 était d'environ 700 000 BJ, inférieure à celle de 2011. Le manque de devises lié aux sanctions, mais aussi à leur détournement préférentiel au profit de protégés du régime, compliqué en outre par la gestion catastrophique de la crise monétaire d'octobre 2012, et l'incapacité de l'État et du secteur public d'honorer ses dettes a aggravé une insuffisance d'investissement. La combinaison de ces facteurs est en train de sinistrer l'industrie dont la sous-activité chronique, accompagnée de fermetures d'entreprises, est en train de provoquer un processus de désindustrialisation dont on observe les prémices. En mars 2013, Gholamriza Mesbahi Mokadam, président de la commission du plan et du budget du Majlis, constate « À présent, la plupart des unités de production du pays fonctionnent à 30% de leur capacité. » Il confirme que priorité doit être d'augmenter la production des usines existantes avant d'en construire d'autres. Il préconise que les autorités allouent les montants nécessaires aux investissements appropriés. Or il relève que paradoxalement, le pays est submergé de liquidités. Au début du printemps, il évalue leur présence à 380 000 milliards de tomans. Au lieu d'utiliser ne fût-ce qu'une fraction de celle-ci dans l'investissement productif, le gouvernement Ahmadinejad a laissé se développer les activités spéculatives. Une part du problème est que les prêts n'ont pas été consentis aux véritables producteurs. Un autre aspect est que nous avions promis d'accorder des moyens aux usines, mais qu'en pratique ceci ne s'est pas fait. Au cours de l'année 2012, les montants prévus par le budget pour les investissements n'ont été que faiblement utilisés. Dès le premier semestre de l'année iranienne, mars-juillet 2012, seulement 14,6% des montants inscrits au budget pour les investissements ont été utilisés, une tendance confirmée par la suite. Les effets cumulés de la dévaluation du rial et les fluctuations des taux de change ont lourdement pesé, mais l'emploi du rial pour combler les trous abyssaux des dépenses de fonctionnement et subventions de toutes sortes a privé les unités de production des financements nécessaires. La part démesurée des entreprises publiques joue aussi son rôle. Massoud Nili, l'un des concepteurs des stratégies industrielles de l'Iran, rappelait lors d'un séminaire de la Chambre de commerce d'Iran qu'environ 70% des entités économiques du pays comportent de 5 à 50 employés, mais produisent moins de 8% de la valeur ajoutée dans l'industrie, tandis que les 30% restants sont représentés par de grandes entreprises surtout publiques. Le redéploiement des investissements vers ces PME et le retour à un taux de change unique est une des conditions requises pour développer ce secteur en mettant fin aux travers qui en bloquent l'essor. Il faut cependant remarquer que les sanctions ont comporté certaines conséquences positives dans certains secteurs industriels. La raréfaction de devises a contraint des producteurs à recourir à une politique d'indigénisation des productions, quand des technologies occidentales se sont trouvées indisponibles. Parmi les autres effets pervers, les encours bancaires ont augmenté vertigineusement. À l'automne 2012, la Banque centrale avait cité un chiffre de 60 000 MDS de tomans pour la période août-septembre et 70 000 MDS de tomans pour novembre-décembre. Autrement dit, une hausse continue et incontrôlée. Mais sans doute pas totalement involontaire, car il n'est pas interdit de supposer que les masses considérables de rial iranien rendus disponibles car ne pouvant être utilisés ailleurs, permettent à certains investisseurs, voire d'acteurs proches du régime, de s'enrichir mais surtout de prendre le contrôle d'entreprises de façon fort économique. Il n'est pas exclu qu'en particulier les Padarans et leurs alliés
et profiter de l'aubaine pour conforter leur contrôle de l'économie via de fausses privatisations. Comme le note Nader Habibi, la politique de distribution d'actions de justice aux plus défavorisés par M. Ahmadinejad, 41% des actions des sociétés privatisées devaient être remises aux personnes modestes, en fait des amis du régime comme les Bassiges, les familles des vétérans, des martyrs, etc., a dissuadé le secteur privé d'investir dans ces actions pour plusieurs raisons: manque de motivation, effet des sanctions, mauvaise gestion des finances publiques et impossibilité obtenir le contrôle intégral des privatisables. Il ajoute que le gouvernement a essayé de vendre en bourse les 40% restants des actions de sociétés privatisées, et que dans la plupart des cas, ce sont des entités parapubliques, les protégés des services sécuritaires et autres fondations qui en ont bénéficié. Le boom étonnant de la bourse, le Tehran Stock Exchange, TSE, a de quoi surprendre. En effet, une économie en stagnation confrontée aux défis que nous venons d'évoquer devrait plutôt entraîner un effondrement boursier, une quasi-bulle financière. Or, c'est l'inverse qui se produit. Cet optimisme boursier s'est poursuivi depuis le début de la présidence Rouhani et ne se dément pas. En fin novembre 2013, l'indice TEPIX avait progressé de 106% depuis fin mars 2013. Les perspectives ouvertes par l'accord préliminaire sur le nucléaire devraient au moins à court terme soutenir cette tendance. Selon Bijan Kajepor, les privatisations activement poursuivies par le gouvernement Ahmadinejad, une confiance accrue des petits investisseurs qui utilisent les allocations qu'ils perçoivent pour placer leur argent plutôt que de consommer, la présence d'entreprises actives et profitables comme la compagnie iranienne des télécommunications, des sociétés du secteur automobile et minier, ainsi qu'une relativement bonne performance des sociétés anonymes cotées, contribuent à expliquer cet engouement. Il constate que cette tendance s'est renforcée par le climat d'optimisme résultant de l'élection du président Rouhani. Selon l'agence d'information du ministère de l'économie, plus de 374,84 millions d'actions d'entreprises publiques une valeur de 786,027 MDS de rial, environ 65,5 millions de dollars selon le taux retenu par le ministère, ont été cédés au secteur privé entre fin juillet et fin août 2013, dont une grande partie, environ 60,56 millions de dollars, via le TSE, le reste par des transactions OTC, over the counter égale achat en direct, ou par des offres publiques. Mais la domination des entités publiques et parapubliques, parfois dissimulées sous des paravents de divers statuts, réduit la place des investisseurs privés sur ce marché. En fin juin 2013, les dirigeants du TSE ont publié un ambitieux plan de modernisation et de développement pour accompagner son succès. Le TSE, selon Ali Saleh Abadi, chef de la Security and Exchange Organization (CO), comme le marché OTC Farabourse, l'Irenex, Iran's Energy Exchange, l'Iran Merchandise Exchange, devrait aussi être un acteur des ventes de pétrole. Une politique économique chaotique s'ajoute aux sanctions. Le bilan de l'administration Ahmadinejad, si l'on s'en tient à la croissance, est accablant, selon les études d'experts publiées au cours de l'été 2013. Selon des données collectées tant auprès des institutions internationales qu'iraniennes, Majlis Research Center, pendant l'année 1390, 2011 à 2012, avec l'application du plan de réforme économique, le taux de croissance est tombé à 0, et pendant année 1391, 2012 à 2013, selon un rapport de la Banque mondiale, elle a atteint -3%, et selon un rapport du FMI, -1,9%. Ces deux organismes ont évalué ensemble à -1,3% le taux de croissance pour l'année courante, NDLR, 2013 à 2014, et un rapport du Majlis Research Center prévoit que le taux de croissance de l'économie sera probablement entre -0,7% et -4%. Les mêmes analyses estiment que la taille démesurée du gouvernement, égale administration et secteur parapublic, a généré des coûts bureaucratiques monstrueux qui se sont répercutés sur l'ensemble de l'économie, générant des hausses de prix sur tous les biens, pesant sur les coûts de production, sur les salaires, puis en cascade sur ceux des biens produits, et ce alors que la manne pétrolière avait permis, avant que les sanctions ne prennent leurs effets, d'encaisser des recettes considérables favorisées par l'augmentation des cours du baril. Aux effets des sanctions s'ajoutent ceux de plusieurs axes de la politique suivie par M. Ahmadinejad. 3 programmes sont critiqués par les analystes.
Le premier est l'attribution de 40 milliards de dollars de prêts aux PME, connu sous l'expression Quick Return Project, qui a débuté en 2006 et était déjà amplement considéré comme un échec colossal avant les élections de 2009, selon l'économiste Javad Salehi Isfahani dont nous reprenons ici les propos. Il constate qu'en 2011, une nouvelle évaluation conduit à conclure qu'aucun emploi n'en a résulté, tandis que les banques qui furent forcées de financer les prêts de ces projets se sont retrouvées avec des masses d'impayés. Il voit dans cette expansion du crédit une contribution à la spirale inflationniste qui caractérise les mandats d'Ahmadinejad. Le second programme, dit Mascan-Mer, d'après le même auteur, s'est avéré hautement inflationniste car construit sur des prêts à des personnes ayant des bas revenus. Il a contraint les banques à augmenter leurs emprunts à la Banque centrale d'environ 40 milliards de dollars, augmentant de même les liquidités. Il attribue à un troisième programme, le très controversé plan de réforme des subventions, une responsabilité non négligeable dans cette dégradation. Il rappelle que celui-ci a procédé au transfert des quelques 70 milliards de dollars de subventions à l'énergie, dont profitaient, selon lui, les classes moyennes et supérieures, en les remplaçant par des allocations sous forme de transfert d'argent. L'effet inflationniste a été catastrophique puisque le montant distribué a dépassé celui des économies réalisées. En dépit de ce cuisant échec, M. Ahmadinejad a lutté avec acharnement auprès du Parlement pour faire adopter la seconde phase de ce plan, que les députés ont refusé dans un premier temps, divisés sur la question, consentant tout au plus à autoriser le gouvernement à distribuer des coupons pour aider les démunis à acheter des biens de première nécessité, surtout de la nourriture, dont les prix ont explosé ces 3 dernières années. Certains produits alimentaires ont augmenté de 40 à 70% selon les cas. Le nouveau président et son gouvernement ont aussi hérité d'un budget devenu irréaliste au fur et à mesure que la crise économique produit ses effets sur les finances publiques. Des revenus inférieurs aux prévisions et des dépenses évaluées de façon démesurément optimiste ont contraint les nouveaux dirigeants à des révisions drastiques pour l'année qui s'achève en fin mars 2014. Les choix sont délicats, le président ayant reconnu qu'il sera difficile d'imposer aux administrations les coupes nécessaires, alors que les tentatives d'amélioration de recouvrement de l'impôt se sont avérées infructueuses dans le passé. La crise financière s'étend jusqu'aux collectivités locales dont 70% d'entre elles, selon le nouveau ministre de l'Intérieur Abdulreza Rahmani Fazli, sont en faillite. Enfin, des interrogations subsistent sur les curieuses manipulations des taux de change pratiquées par M. Ahmadinejad en fin de mandat. L'ancien président aurait organisé une baisse de la monnaie par rapport au dollar, une manœuvre qui pourrait coûter cher à ses successeurs et grandement perturber les finances publiques en gonflant le déficit du budget, ce qui n'a pas manqué d'arriver. De fait, la Banque centrale a annoncé sans explication le 6 juillet que le rial passerait de 12 650 rials pour $1 à 24 779 rials, ce qui représente une baisse massive de la monnaie. Les commentateurs estiment que cette opération est destinée à faciliter au gouvernement le règlement de ses dettes aux banques et à d'autres structures, mais que ceci augmentera l'inflation et les prix des produits de base. Selon les mêmes sources, le député Ahmad Tavakoli aurait vigoureusement dénoncé cette pratique illégale et dangereuse à ses yeux. Des déclarations de Mahmoud Bahmani, alors gouverneur de la Banque centrale, reflètent cette manipulation. En rendant public le 26 novembre 2013 le bilan des 100 premiers jours de son mandat, le président Rouhani a encore noirci la description de l'héritage de la présidence Ahmadinejad. Il a dénoncé comme sans précédent la stagflation enregistrée au cours de l'année iranienne 1391, avec une chute de pratiquement 6% de la croissance et une inflation de plus de 40%. Il a noté qu'en dépit de 600 milliards de dollars de recettes pétrolières encaissées au cours des 8 années passées, son prédécesseur lui lègue une dette de 67 milliards de dollars. Bijan Kajepor cite un chiffre de 80 milliards de dollars de dette gouvernementale aux banques, sous-traitants, fonds de pension. Ce à quoi il ajoute 2110 trillions de rials, soit plus de 84 milliards de dollars engagements annoncés lors de tournées en province du précédent gouvernement, sans oublier les engagements découlant des projets inachevés évalués à 4000 trillions de rials, soit 160 milliards de dollars. Les prêts bancaires consentis aux demandeurs de logement du programme MER auraient, selon les mêmes sources,
obligeait la Banque centrale à transférer 430 trillions de rials, $17, de MDS, aux banques pour ses emprunts. Rouhani a donc fixé comme objectif prioritaire la décrue de l'inflation, dont une légère baisse à 36% a été enregistrée en octobre 2013, et le gouvernement ambitionne de passer sous la barre des 25% à fin mars 2015 et parmi diverses réformes, de s'attaquer à celle du secteur bancaire. Cette présentation, pour exacte qu'elle soit, a suscité néanmoins quelques interrogations. L'économiste Javad Salehi Isfahani se demande si à côté de la dénonciation justifiée des dépenses sans fin du gouvernement précédent, il n'aurait pas fallu condamner pareillement son incapacité à engranger des revenus. Il va plus loin en mettant également en cause le refus de la population de payer à leur juste prix les services qui lui sont rendus, et il blâme déjà la nouvelle administration pour son manque de célérité pour obtenir d'elle qu'elle s'acquitte de ce paiement. Le même auteur s'indigne de ce qu'un gouvernement qui livre, selon lui, sur le marché intérieur comme extérieur l'équivalent de 5 millions de barils de pétrole et de gaz par jour, se plaigne de manquer de quelques 75 000 MDS de rials pour payer ses fonctionnaires au premier mois, août-septembre, de son entrée en fonction. Nous ne suivrons pas nécessairement ce raisonnement car ces chiffres pour les exportations ne tiennent pas compte de ce que le pétrole livré à divers pays comme la Chine ou l'Inde est payé en devises non convertibles, yuan, roupie ou en barter. En revanche, plus intéressante est la mise en lumière par notre analyste de l'inefficacité du système fiscal iranien. Il dénonce le fait que les recettes fiscales qui ne représentent que 6% du PIB, un des plus faibles du monde d'après lui, devraient représenter au moins 50 000 MDS de rials par mois, et ne sont en réalité pas véritablement encaissés. Il proteste contre l'incapacité des pouvoirs publics à collecter et encaisser l'impôt, et à exiger de la population qu'elle paie son dû. Il invite le président à compléter son effort de réduction des dépenses par une semblable ambition, à percevoir les revenus qui reviennent à l'État. On ne peut qu'approuver la mise en lumière de cette lacune, mais elle appelle immédiatement quelques remarques. D'une part, le nouveau gouvernement a laissé entendre qu'il a pleinement conscience de la nécessité de bâtir un système fiscal juste et efficace, à dire vrai une urgence connue depuis longtemps par les administrations successives. Des tentatives ont eu lieu dans le passé, TVA, qui se sont heurtées à des résistances acharnées, notamment au bazar. Notons qu'Ali Askari, directeur des services fiscaux, a fait part d'une augmentation de 28% des recettes fiscales directes au cours des premiers mois de l'année commencée le 21 mars 2013. En second lieu, on est surpris de lire que c'est finalement la population qui ne paie pas ses impôts. Si ce constat se vérifie, il est permis de s'étonner de ce que l'économiste distingué ne stigmatise pas la dissimulation institutionnalisée des revenus ainsi que leur sous-fiscalisation, par le groupe des padarans, leurs alliés, ainsi que classiquement par les fondations. Assujettir à l'impôt ou plus d'impôt une population en voie d'appauvrissement, nous semble se tromper gravement de cible. Les catégories modestes pratiquent l'économie parallèle faute de revenus suffisants. Les masses gigantesques d'argent perçues par les groupes qui pompent l'économie du pays devraient plutôt retenir l'attention. Dans les développements qui suivent, nous indiquerons que s'attaquer à la domination nuisible de ces groupes est un objectif de fond du président et des concepteurs de sa politique. Nous ne suivrons donc pas le reproche qui lui est implicitement adressé. La Banque centrale, BCI, le 27 novembre, a confirmé l'érosion de l'économie en évaluant à 5,8% la chute du PIB en un an. Dalgan Katinoglu, analyste spécialisé de l'agence Azeri Trend, présente quelques indicateurs essentiels tirés de ce rapport de la BCI repris dans le tableau ci-dessous. Tableau 3. Dégradation annuelle de l'économie iranienne. Valeur ajoutée par secteur, MDSR. MDSR égale milliards de rials. Ce tableau nous rappelle l'auteur précité, dont les valeurs sont calculées sur les prix de base de l'année iranienne 1376 pour éliminer les variations des taux de change liées à l'inflation, montre un déclin général. Notons cependant que la contraction de la part du pétrole dans le PIB peut cependant être vue quand on constate à l'inverse une croissance de la part de l'agriculture, comme un symptôme de la diversification de l'économie. Mais Dalga Katinoglu remarque que la baisse de 29% de l'investissement dans l'industrie, le déclin de 9% de l'indice de production industrielle,
la chute des exportations de produits pétrochimiques et des condensats à hauteur respective de 33% et 12% sur un an reflète une dégradation préoccupante. Le diagnostic serait incomplet si l'on s'en tenait au seul cumul des sanctions et des incohérences de la politique suivie par le président Ahmadinejad. L'économie iranienne souffre de maux structurels, dépendance excessive au pétrole, bureaucratie, économie administrée, corruption, fragilité du système bancaire, système fiscal défaillant, etc., dans lesquels il faut inclure les traits d'une économie rentière paralysée par la confiscation du pouvoir par des factions en lutte, notamment par les gardiens de la Révolution. Ce facteur nous semble, au-delà des problèmes conjoncturels, comme un des fardeaux qui pèsent le plus lourdement dans ce passif. Le président Rouhani en est parfaitement conscient et a manifestement décidé de s'attaquer à ce boulet qui fait obstacle au développement du pays. 2. Un nouveau président, une nouvelle politique économique. Soigner le malade, les ordonnances. Bijan Kajepor a identifié les principaux objectifs que le candidat Rouhani s'était assignés. Nous les citons ci-après: stabilisation de l'économie, création d'une richesse nationale, redistribution équitable de celle-ci. Il ajoute que le principal conseiller économique de Rouhani, Mohammad Baqi Nobakht, avait aussi formulé un certain nombre d'orientations. Parvenir à résoudre le problème des sanctions en évitant surtout que des nouvelles contraintes ne s'ajoutent aux actuelles, réviser le système de distribution d'allocations dans le cadre de la réforme des subventions en les redéployant des couches les plus aisées qui ont plutôt besoin d'une protection de leurs investissements, vers les populations défavorisées, soutenir les industries nationales, mais aussi l'agriculture, la promotion du tourisme, etc. Mettre immédiatement en application la loi pour l'amélioration continue du climat économique, adoptée par le Majlis mais ignorée par le gouvernement Ahmadinejad. La loi prévoit la diminution du rôle du gouvernement dans l'économie, le renforcement du secteur non public, les garanties accordées aux investissements, etc. Selon Jahangir Amuzegar, ces priorités incluent également une politique de décentralisation et une lutte contre la corruption, une véritable politique de privatisation, la constitution d'une administration non partisane égale fin du clientélisme, une politique du logement à bas coût, remplacer le défunt programme MER, soutenir la monnaie, s'attaquer aux excès de liquidité. La lutte contre l'inflation est au sommet des urgences, et il confirme que selon le Centre iranien des statistiques, le prix des médicaments sur ordonnance a cru de 40 à 90%, celui de la nourriture de plus de 60%. Il en est de même pour le chômage, évalué par le centre à 12,2%, auquel il faut ajouter le sous-emploi qui atteint 8,9%. Amuzegar précise que d'autres sources font une évaluation autrement plus dramatique. Il cite un parlementaire de la Commission des affaires sociales et du travail qui perçoit un taux de chômage de 30% si l'on tient compte des femmes et des étudiants. Il attire l'attention sur le fait que la gratuité des études a accru le nombre d'étudiants et diminué la population active. Amuzegar signale que de sérieux obstacles se dressent sur la route tracée par le nouveau président. Sa base politique est assez étroite, il n'a été élu que par une moitié des votants. Il ne dispose pas d'une organisation politique propre et ses soutiens sont fragiles. En sus, il peut trouver en face de lui les conservateurs du Majlis avec qui il devra compter. Enfin, il doit composer avec les piliers du régime, les puissants gardiens de la Révolution, les Bassiges, les ultras et leur presse, etc. Dans l'immédiat, Amuzegar considère que Rouhani doit s'attaquer immédiatement au déficit budgétaire et mettre un terme au... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.